Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous parlerons de changement climatique et de justice climatique, alors que nous nous approchons de la prochaine conférence sur les changements climatiques qui se déroulera à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Nassim Oulman est notre invité, c'est le grand invité de ce podcast. Nous l'avons enregistré à l'occasion de la semaine du climat en Afrique, qui est organisée à Nairobi début septembre. L'occasion pour nous d'échanger avec lui sur les nouvelles dynamiques et les tendances qui portent sur cette question, notamment la question du financement, de l'adaptation ou de la mitigation sur le continent. Je rappelle que vous pouvez écouter notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller directement sur la page des podcasts de Tax Justice Network en allant sur le lien www.taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. Mais aussi, vous pouvez nous écouter sur YouTube, www.impôts et justice sociale. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale et notre Twitter, voilà notre ex, hashtag Impôts Social, et pour ceux qui ont l'application Stitcher, recherchez le programme. Enfin, vous pouvez directement nous écrire à l'adresse impôts-8, impôts avec S bien sûr, -8, social@outlook.fr. Voilà pour la une, à tout de suite pour le détail. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre podcast qui vous parle de la justice fiscale en Afrique et dans le monde, mais surtout en français. Le mois est dominé par ces discussions sur une convention fiscale sous l'égide des Nations Unies. Les pays africains et aussi les pays du Grand Sud poussent pour que la résolution puisse être adoptée et que nous n'ayons plus des discussions fiscales qui sont menées exclusivement dans le cadre de l'Organisation pour la coopération économique et le développement, qui certainement a fait un certain nombre de travaux, mais où les intérêts des pays les plus faibles économiquement ne sont pas toujours garantis. Alors nous poussons pour qu'on ait une discussion plus globale dans le cadre des Nations Unies, et le plaidoyer est en train d'être mené par les sociétés civiles et un ensemble de groupes de pression politique pour avancer sur ce dossier. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique tout aussi importante, c'est le changement climatique, ses conséquences, et comment est-ce que les pays africains peuvent financer les effets de ce phénomène en termes d'adaptation ou en termes de mitigation. Le début septembre a connu l'organisation à Nairobi de l'African Climate Summit, le sommet pour le climat en Afrique. Il a été beaucoup question du problème, de la difficulté à mobiliser plus de ressources et même de taxation carbone. Mais la question est beaucoup plus complexe et heureusement, Nassim Oulman, il est le directeur, il m'a dit par intérim, mais bon, pour moi, il est le directeur des questions climatiques au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. L'institution est basée à Addis Ababa en Éthiopie. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il sortait fraîchement d'une activité organisée à Nairobi. Il a accepté de partager avec nous son expertise et son expérience. Écoutez l'interview, un peu longue, mais assez instructive pour tous ceux qui veulent bâtir du plaidoyer sur la question des changements climatiques, du financement, de l'adaptation ou de la mitigation face à ces conséquences. Écoutez Nassim Oulman. Nassim Oulman, merci de revenir sur ces questions de financement climatique regardant l'Afrique.
Vous occupez le poste aujourd'hui de directeur au sein de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et vous avez été au cœur des discussions durant 3 jours où on a parlé essentiellement de finances-climat. Première question, finance-climat, Afrique, lorsqu'on évoque ces 2 mots, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit aujourd'hui? Alors effectivement, comme vous l'avez souligné, je m'occupe de la division de la technologie, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles au niveau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et effectivement, aujourd'hui, quand on parle de finance-climat, Afrique, le mot qui me vient à l'esprit, c'est solution pour l'humanité, solution pour le monde. Aujourd'hui, de par ses dotations naturelles, de par son capital naturel, l'Afrique offre réellement une solution potentielle. Et le mot potentiel est aussi important là parce que effectivement, ce qui manque, et comme vous l'avez, et c'est le centre de votre question, c'est comment faire en sorte que ces financements arrivent pour transformer ce potentiel. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, l'Afrique recèle de nombreuses ressources naturelles qui jouent un rôle fondamental dans les questions de climat. Je pense notamment à la forêt, au bassin du Congo, à la séquestration du carbone, les tourbières du bassin du Congo. Quand on connaît la dynamique de la population, donc au niveau démographique, la dynamique démographique du continent, les pays africains seuls ne pourront pas garantir de maintenir ces tourbières en l'état, parce qu'elle séquestre énormément de carbone. Elle séquestre actuellement 3 et 4 années de démission du carbone mondial, au niveau mondial. C'est énorme. Donc, de par la pression naturelle démographique, l'être humain, bien sûr, avance sur les territoires. Et ces tourbières sont appelées à être perturbées et du coup, du carbone supplémentaire serait relâché dans l'atmosphère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne paye pas le prix juste ces services écosystémiques que nos pays rendent à l'humanité. Le bassin du Congo est aussi important que le bassin de l'Amazone. Donc, il faut vraiment prendre conscience de cela. Et ça fait partie de notre travail également de promouvoir ça, de vraiment partager cette idée, mais en même temps de s'assurer que les mécanismes financiers se mettent en place pour rétribuer correctement au niveau de la valeur que représentent ces services que fournit son pays au reste de l'humanité. Donc l'enjeu, il est là. Comment maintenant transformer ce potentiel en réalité? Et effectivement, on parle souvent, alors je saute sur une autre problématique, on parle souvent de surendettement de nos pays, et on voit les indicateurs de PIB, d'endettement par PIB. Ils sont pas aussi élevés que ceux des pays du Nord, mais bon, après on peut expliquer ça aussi, il y a aussi une question de soutenabilité de l'endettement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si on voit le dénominateur, le PIB actuel qui est pris en compte représente une version 20e siècle du PIB. Or, la version 21e siècle doit intégrer le capital naturel, doit intégrer ces services écosystémiques. Si on intègre tout cela, si on arrive à intégrer tout cela, vous verrez que le niveau d'endettement des pays africains n'est pas si élevé et du coup, leur capacité à emprunter et à investir pour se développer, mais en même temps, pour garder une ambition dans la lutte contre le changement climatique, augmentera de manière très forte. C'est très important que ce soit vous, un responsable des Nations Unies, qui parle de la dette africaine ainsi. C'est un débat, effectivement, que nous aimons bien animer. Mais justement, in fine, dans ce contexte où on est sous-financé sur les questions climatiques de manière globale, on réalise que les pays qui historiquement ont pollué refusent de participer. Les chiffres qui ont été donnés par le Climate Policy Initiative disent par exemple qu'on avait estimé à 280 milliards de dollars jusqu'en 2030 le soutien qu'il faut pour permettre au pays de gérer la mitigation, de gérer l'adaptation et les autres problèmes climatiques. Mais ils n'ont reçu que 30 millions de dollars. En Afrique, 30 millions de dollars. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi les engagements qui sont pris ne sont pas tenus? Qu'est-ce qui bloque dans l'esprit de ceux qui doivent exécuter ces engagements? Alors, il faut être réaliste aussi. Réaliste et en même temps, il faut être... je ne veux pas utiliser le mot ferme, mais rappeler sans arrêt les responsabilités de tout un chacun. On a une responsabilité collective vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique. Mais nous autres Africains avons contribué que très à la marge, très marginalement au réchauffement climatique. Par contre, nous subissons ces effets dévastateurs. En moyenne, selon nos calculs à la CEA, on est à plus de 5% du PIB, en moyenne, du PIB africain. Ce que coûtent aujourd'hui les conséquences des catastrophes naturelles pour les pays africains. Le cyclone Idai, au Mozambique, c'était 3,5 milliards de dollars de dégâts.
pour un PIB qui était en 2019 autour de 67 milliards. Vous faites vite le calcul, on est proche des 20%. C'est énorme. Il y a une responsabilité du Nord, qui est l'industrialisation lors des 2 derniers siècles, depuis l'ère industrielle. Donc, il faut de manière ferme le rappeler, mais en même temps, l'urgence est là. L'urgence climatique est là et on est aussi les responsables parce on est les premiers à subir ces conséquences-là. En termes de déforestation, l'Afrique est le continent qui connaît la plus grande déforestation. Donc, on doit mettre en place très vite des solutions. On doit mettre en place très vite des instruments de mobilisation de financement pour investir nous-mêmes. Rappeler qu'on doit avoir tous les engagements, que les engagements doivent être tenus par les pays développés, mais en même temps, il y a beaucoup d'opportunités sur le continent. On doit vraiment déclencher tout ce potentiel-là et pour ça, on doit, là aussi, les pays développés sont les bienvenus pour collaborer, pour aider ensemble à opérationnaliser les solutions. On connaît les solutions, on connaît beaucoup de solutions. L'Afrique innove beaucoup. De plus en plus, nos jeunes sont très bien formés et ils ont besoin de financement maintenant. On a besoin vraiment, il y a beaucoup de projets, ils sont porteurs d'énormément de projets. Il faut mettre en place les mécanismes de financement pour vraiment répondre à une spécificité particulière du continent qui est, on doit à la fois augmenter cette ambition d'action climatique et en même temps être très ambitieux par rapport au développement socio-économique de nos populations. On doit avoir cette transformation du continent pour pouvoir répondre. Tout à l'heure, je parlais de dynamique démographique, justement, pour pouvoir répondre à cette chance qui est qu'on a une population très forte, mais très jeune, moyenne d'âge 19 ans. Donc, on a cette ambition-là. C'est pour ça que la position africaine par rapport à la COP28 est très claire. Il faut le rappeler encore, et il se sera rappelé encore à Dubaï. Il faut que le monde prenne conscience qu'il y a une spécificité africaine. Et ça implique des conséquences en matière d'engagement du reste du monde. Parce que l'Afrique a un double défi. Le défi climatique, mais le défi aussi du développement. Et des objectifs de développement durable. Et des ODD. Donc, et le secrétaire général de l'ONU l'a encore rappelé à Nairobi, ce n'est qu'en atteignant ces 2 objectifs-là que vraiment l'Afrique jouera pleinement son rôle, qui est finalement celui d'être au centre de la réponse globale au changement climatique. Justement, c'est très important de voir cette Afrique qui doit être au centre de la réponse globale et même cette Afrique qui doit faire émerger les spécificités qu'elle vit en termes de changement climatique. Mais les chiffres indiquent qu'à peine 3% des financements de la recherche mondiale sur les changements climatiques sont donnés à des institutions africaines de recherche. Dans ce contexte, aujourd'hui, que font les Nations Unies pour promouvoir cette spécificité africaine, cette voix africaine, afin qu'elle ne soit pas spectatrice des solutions au changement climatique, mais qu'elle soit une véritable actrice qui apporte, elle est déjà actrice en finançant, les gouvernements africains contribuent pour 22% à la finance climat, mais ils doivent aussi être acteurs des solutions, acteurs des initiatives. Que font les Nations Unies pour combler à leur niveau ce gap-là? Alors, les Nations Unies, effectivement, déjà de par leurs agences spécialisées, je pense plus particulièrement à l'UNESCO, investit beaucoup avec les programmes STEAM aussi, sur le lien entre à la fois recherche et éducation et entrepreneuriat. Donc vraiment, on a aussi besoin de cela. On a besoin en Afrique d'une recherche qui soit profondément articulée avec les innovateurs. Et c'est que comme ça, justement, parce que encore une fois, on a un problème d'urgence. Il faut vraiment avoir un modèle de recherche et donc du financement de cette recherche-là qui soit aussi, qui prenne en compte la notion d'entrepreneuriat et pour avoir des solutions portées par la recherche, alimentées par la recherche. Et comme vous me connaissez, je travaille beaucoup sur l'économie bleue. Là aussi, sur les questions de la réponse aux défis de nos océans passe par des solutions innovantes alimentées par la recherche. Donc, développer des centres d'excellence au niveau des Nations Unies, on accompagne aussi ces centres-là. Alors, c'est certainement pas une réponse suffisante en termes de volume, mais il est très important de démontrer la pertinence de la chose. Donc, avoir des centres d'excellence. La CEA a créé, lors du Forum africain sur le développement durable à Brazzaville il y a 3 ans, a créé en République du Congo, un centre de recherche sur l'intelligence artificielle pour répondre aux questionnements spécifiques
pas que du Congo, pas que de seulement la région du bassin, mais de l'ensemble du continent, mais bien sûr en commençant sur des choses concrètes qui sont sur le bassin du Congo pour accompagner des solutions par rapport à je parlais tout à l'heure des tourbières du bassin du Congo, par rapport à la séquestration de carbone, comment utiliser ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, pour mieux gérer, par exemple, les questions de marché carbone, de certification, de monitoring du marché carbone. Aujourd'hui, pourquoi je prends cet exemple du marché carbone? Il s'est très peu développé sur le continent parce que malheureusement parce que les standards qu'il faut mettre en place pour qu'on ait ce qu'on appelle un marché de haute intégrité, à savoir un marché qui fonctionne, qui a pour conséquence... Qui permet d'avoir des registres clairs. Voilà, qui permet d'avoir des registres clairs, qui crée de la confiance et qui, par conséquence, vous permet de vendre à un prix beaucoup plus élevé, qui approche les $100, voire dépasse les $100, comme c'est le cas en Europe ou en Amérique du Nord. Or, aujourd'hui, les pays qui sont sur le marché carbone volontaire africain le vendent à moins de $10. Donc, vous voyez... je termine sur ça. Oui. Pour ça, il faut bien sûr des institutions, il faut des protocoles, il faut des registres, mais il faut aussi de l'expertise qu'on n'a pas forcément et qui coûte très cher. Et qui fait que, si on l'utilise, c'est un transfert de valeur ajoutée vers les pays d'où vient cette expertise, qui sont les pays développés. Ouais, bien sûr. Par contre, si on arrive à remplacer une partie de cette expertise par de la technologie, par de l'intelligence artificielle développée sur le continent, là, on arrive à capter cette valeur ajoutée. Et c'est ça l'objectif. Travailler sur des centres d'excellence, sur des choses très concrètes qui vont permettre justement de démontrer que ça a des conséquences directes sur la rétention de valeur ajoutée. Je veux dire, c'est une histoire vieille, depuis les indépendances. L'Afrique ne transforme pas assez. Ouais, alors c'était les matières premières, là ça peut être le carbone, ça peut être les algues, le seaweed, les algues qui sont exportées de manière brute, alors que l'industrie pharmaceutique raffole de ce produit-là, mais il faut le transformer à un moment donné, et c'est là que la valeur ajoutée est. D'accord. Au niveau des Nations Unies, notamment pour ce qui concerne l'Afrique, ça fait 3 ans que vous travaillez dessus, mobiliser les DTS supplémentaires du FMI, qui ne sont pas utilisés par les pays riches, qui n'en ont pas besoin, qui vont sur les marchés des capitaux, donner du pouvoir aux banques régionales de développement pour faire du blended finance. Ça fait 3 ans qu'on discute de ça. Et j'imagine qu'à la CEA, il y a toute une division qui ne dort pas pour rendre cela effectif. Qu'est-ce qui bloque, directeur ? Est-ce que c'est nous qui ne présentons pas bien le problème ? C'est les autres qui ne sont pas très très intègres dans leur façon d'adresser le sujet. Non, je pense qu'il faut prendre son bâton de pèlerin et ne pas baisser les bras. Effectivement, ça prend du temps. C'est quelque chose qui paraît évident que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a de l'argent avec les droits de tirage spéciaux qui sont de l'ordre de 600 milliards. Seulement 31 milliards vont à l'Afrique parce que c'est la part qu'ils représentent dans ces institutions-là. En termes de quotas, les pays développés sont d'accord sur le principe pour transférer ce que eux n'utilisent pas comme DTS vers ces pays-là. Après, maintenant, il faut trouver les mécanismes qui permettent de concrétiser cette idée qui est une idée de bon sens. Alors, j'y viens. Mais quel mécanisme, directeur ? Ils avaient dit on va abandonner. Alors, au départ, l'idée... Dis-moi, quel est le problème ? L'idée n'était pas aussi acceptée par tout le monde. Aujourd'hui, on a quand même fait beaucoup de progrès. Beaucoup l'acceptent. Lors du sommet de Paris de juin dernier, il y avait vraiment un très grand consensus sur ça. Je prends maintenant pour que ça se passe, il faut qu'il y ait au moins 5 pays qui s'engagent à le faire, ce qu'on appelle les champions. Nous, alors au niveau de la CEA, sans arrêt, comme je disais, on prend notre bâton de pèlerin pour atteindre ce nombre de 5 pays. On a déjà 2 pays qui se sont engagés, qui sont le Royaume-Uni et le Japon. Ouais. Je crois aussi l'Arabie Saoudite. Voilà, on est en train de travailler avec l'Arabie Saoudite, tout à fait. Et ça devrait être le 3e pays. Et éventuellement les Émirats, ça pourrait être effectivement le 4e. Prenons le cas de la France, qui a organisé le sommet. Le président Macron a annoncé qu'il était pour ce principe. Malheureusement, la France fait partie de l'Union. Alors c'est une bonne chose pour la France et pour l'Union européenne. Mais la France, sur ces questions-là, ne peut pas décider s'engager seul sans ses partenaires des autres pays européens. Et là, le fonctionnement, je dirais, financier de l'Union européenne fait que c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut penser d'avoir ces pays-là immédiatement. Qui ont une diplomatie réelle. Donc le principe est acquis, le principe est accepté par tout le monde, mais il faut qu'on atteigne au moins ces 5 pays pour pouvoir, et nous sommes persuadés à la CEA, qu'à la COP28, on pourra faire cette annonce. On pourra dire, voilà, aujourd'hui, on a 5 champions qui acceptent
de transférer leur DTS vers les banques de développement, la BAD. Et c'est là où on voit que l'Afrique peut être champion aussi. La BAD, maintenant elle est rejointe par d'autres banques régionales de développement, a démontré comment elle allait procéder de manière... c'est une institution qui est classée AAA, qui a la confiance du monde entier et qui est très sérieuse, qui a démontré que c'était une solution tout à fait à la fois efficace, efficiente et sérieuse. Donc elle n'attend plus que le feu vert, et ce feu vert viendra avec les 5 pays. Une fois que la BAD reçoit ces DTS, et que si on lit ça avec une augmentation de capacité d'une banque de développement comme la BAD de faire du blended finance, c'est-à-dire de faire baisser le risque. Parce qu'aujourd'hui, le secteur privé n'investit pas massivement sur du très long terme, parce que quand on parle de climat, de changement climatique, on parle de solutions qui sont rentables à très long terme. Donc le secteur privé ne va pas vers ça parce qu'il mesure mal ce risque à long terme. Donc il ne le prend pas forcément. Par contre, si on le dérisque, si on fait baisser cette perception du risque en investissant, et là ce serait le rôle de la BAD qui attirerait aussi d'autres partenaires financiers, là vous multipliez, c'est ce qu'on appelle avec l'anglicisme de billion to trillions. Donc on passe de milliards à milliers de milliards. Et là, effectivement, là, on pense qu'on peut avoir combien Là, non, voilà. Si on passe de 31 milliards à une centaine de milliards, immédiatement, l'effet levier que ça peut créer peut être énorme. Mais là, on parle à très court terme. Hein. Ouais. Après, je reste persuadé que des pays comme la France et le reste des pays de l'Union européenne vont trouver la réponse technique qui va leur permettre justement de s'engager au même titre que les autres pays, tout en respectant leur régulation, leurs règles. Hein. C'est plus un problème de règles internes qui fait qu'ils sont en retard là-dessus. Alors, un travail sur lequel la Commission économique pour l'Afrique a aussi beaucoup avancé, c'est la question des flux financiers illicites. Les rapports les plus récents que vous avez faits avec la Commission des Nations Unies pour le développement et le commerce établissent à près de 90 milliards la ressource qui est drainée hors d'Afrique illicitement, sans parler de la ressource qui est drainée licitement, c'est-à-dire les bénéfices d'entreprises qui auraient pu rester, augmenter les fonds propres des banques, permettre que les banques puissent financer sur le long terme. Aujourd'hui, dans ce débat sur la finance climat, on n'a pas l'impression que la question des flux financiers, le renversement des flux financiers illicites est discuté comme une potentielle solution. Où est-ce qu'on en est à ce niveau ? Non, c'est une solution parmi d'autres. Hein. C'est une solution effectivement qui apporterait quand même un levier non négligeable de financement qui est lié à d'autres problématiques qui sont, tout à l'heure on parlait de recherche, de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle. Donc là aussi on peut utiliser cette révolution numérique et ces nouveaux outils pour mieux traquer, pour mieux suivre ces flux financiers et de mettre en place des mécanismes très rapidement, hein, je veux dire, qui permettent très rapidement de nettement, peut-être pas totalement stopper, mais freiner de manière très très significative ces flux financiers. Donc il y a cet aspect-là. Et vous avez des outils, hein, la propriété effective, transparente, les bénéficiaires effectifs, transparents. Il y a aussi une meilleure identification de l'ensemble des acteurs économiques avec des identificateurs uniques qui permet vraiment de réconcilier toutes les bases de données des différents acteurs de la fiscalité, du commerce, etc. Donc tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très prometteur parce que ça va permettre vraiment de rendre très très compliqué cette évasion. Deuxièmement, il y a des secteurs, je dirais, rois en la matière, les mines, secteur minier. Donc là aussi, le commerce aussi. Le commerce, il y a un travail très important d'engagement avec les multinationales et avec les pays où il y a les sièges d'un certain nombre de ces multinationales. Pour que justement leur propre législation leur impose aussi une transparence et aussi une taxation dans le pays où la valeur ajoutée est créée. Ça, au-delà des aspects nationaux, il y a aussi un effort international, multilatéral qui a à faire justement pour rendre encore plus compliqué. Donc ça se fait. Oui, d'ailleurs, on profite pour dire que les Nations Unies sont devenues le champion de cela, d'un système fiscal mondial négocié au niveau des Nations Unies. Voilà. C'est porté par le secrétaire général. Et après, le secrétaire général ne peut avoir le maximum de poids dans sa voix que lorsqu'il explique aussi pourquoi cet argent-là, et bien sûr, moralement, il est illicite, donc déjà, il est moralement condamnable, mais en plus, il est doublement
moralement condamnable, parce qu'on en a besoin aujourd'hui par rapport à l'ambition climatique, par rapport aux risques auxquels est confrontée l'ensemble de l'humanité. C'est quelque chose de très important, mais encore une fois, c'est un débat qui avait commencé à l'époque de la commission Thabo Mbeki. La CEA, la Commission économique pour l'Afrique, a accompagné la commission. Aujourd'hui, d'autres institutions aussi, notamment vous avez cité la CNUSED, a fait un travail fantastique là-dessus. Aujourd'hui, on est en train de maintenant... Et on met en place les mécanismes pour répondre rapidement à cela. Donc, ça va continuer à contribuer, et effectivement, aussi bien aux ODD et l'ODD particulièrement de l'action climatique. Une dernière question, c'est que dans cette bataille pour la protection face aux conséquences du changement climatique, il y a un enjeu important qui ne fait pas l'objet de beaucoup de débats. C'est celui des mers, des océans. Il y a près de 7 pays africains qui sont insulaires, mais pas que. Bon, je crois qu'on doit avoir 40 ou 45%, 60% des pays africains qui ont une côte maritime et qui en ont besoin pour des questions alimentaires, pour des questions de transport, pour des questions de beaucoup de choses. À quel niveau se situe aujourd'hui l'effort africain pour mitiger au maximum l'économie bleue des changements qui arrivent? Et la question, je te la pose parce que hier, je discutais avec une Malgache qui me disait qu'aujourd'hui, à Madagascar, les jeunes pères de famille sont obligés d'aller plus loin en mer, chercher des poissons, parce qu'il n'y en a presque plus dans les côtes. Et comme ils vont plus loin, ils se noient aussi très rapidement, ça laisse des orphelins. Elle expliquait une chaîne de conséquences. Absolument. Aujourd'hui, au niveau de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, où est-ce que vous en êtes avec le plaidoyer pour une économie bleue mieux protégée et plus prospère pour les populations côtières et les populations insulaires? Tout à fait. Alors, on a commencé depuis 2016 sur cette question d'économie bleue, déjà par faire des publications, des études et des publications pour vraiment que le concept soit compris et qu'il y ait une vision commune au niveau du continent. Parce que pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'économie bleue va au-delà des pays d'ailleurs, au-delà des océans. Ça inclut aussi les rivières, les fleuves, les grands lacs, etc. Aussi, en parallèle de cela, on a développé des outils de mesure de la contribution des secteurs de l'économie bleue au PIB, donc dans la comptabilité nationale. Effectivement, pour mieux évaluer sa contribution et donc mieux renseigner et documenter la prise de décision politique. Et nous avons accompagné, bien sûr, l'Union africaine, lorsque la Commission de l'Union africaine a lancé en 2021-2022 la stratégie africaine de l'économie bleue, qui est donc pour que l'ensemble des pays aient la même vision. Et effectivement, l'urgence est encore plus forte dans les océans parce que les océans se sont très dégradés, et avec la pollution plastique, le réchauffement, la pollution en général, et on est vraiment, comme vous l'avez dit, les stocks de poissons diminuent énormément. Donc on doit aller maintenant vers une économie bleue régénérative. C'est-à-dire qu'on ne doit pas juste protéger l'océan, on doit le régénérer. Le régénérer. C'est encore des budgets qu'on n'a pas. Alors, j'y viens. Et ça, on peut l'atteindre que si on le fait avec les populations côtières, avec les populations qui vivent dans ces écosystèmes-là. Donc il ne faut surtout pas dire on protège les océans, plus personne n'a le droit de faire quoi que ce soit. Non, on doit déjà respecter les engagements de 2030. 30% des aires marines protégées d'ici 2030. Mais protéger, ça ne veut pas dire on peut rien faire. Dans ces aires marines protégées, il y a plusieurs niveaux de protection. Il y a des protections absolues, où l'écosystème est en danger très grave, où là, on a vraiment besoin de protéger, et d'autres parties de ces aires marines où on peut avoir des activités socio-économiques qui soient durables et qui respectent effectivement le cycle de ces océans-là. Donc, déjà en faisant ça, on a un objectif de régénération. Après, il faut mobiliser les financements. Comment on le fait? Comment la CEA? La CEA, avec la IUCN, qui est l'Union internationale de la protection de la nature. C'est ça. On a lancé, il y a 1 an et demi, 2 ans, l'initiative Grande Muraille Bleue. Avec une phase pilote dans la partie est du continent, donc océan Indien occidental. Et l'idée, c'est, on part du constat qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui déjà sur place, mais à une petite échelle. C'est ça. Or, l'urgence est là, il faut donc à la fois accélérer très vite, mais en même temps passer à une échelle beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que cette Grande Muraille Bleue, ça fournit un cadre régional qui va permettre de mobiliser des financements climatiques. Pourquoi? Parce que quand on rencontre, encore une fois, je crois qu'on a déjà abordé cette question la dernière fois qu'on a eu une conversation, lorsqu'on rencontre les gens de la philanthropie, par exemple,
qui sont prêts à mettre des milliards de dollars. Ils nous disent chaque fois, oui, mais les projets qu'on nous présente c'est des petits projets, il n'y a pas de projet à grande échelle, l'impact sur le climat n'est pas démontré. Donc en mettant en réseau tout ce qui se fait déjà, au niveau local, et en développant des projets de dimension régionale, mais avec les acteurs locaux. Ça reste les mêmes acteurs, mais on leur donne un cadre. On donne la capacité d'aller à des demandes beaucoup plus importantes. Voilà, absolument. Et d'accéder à des financements beaucoup plus importants dans ce cadre-là. Là, on commence à démontrer, à avoir des projets sur l'ensemble par exemple, la côte est du continent, et on commence à démontrer l'impact climatique aussi. Pas seulement sur la biodiversité, parce que là, vous l'avez bien sûr, même à petite échelle, vous avez tout de suite, vous mesurez votre impact. Par contre, vous avez donc là aussi la capacité à démontrer un impact sur le climat, et donc vous intéresser à la finance climatique. Donc là, vous mobilisez de très grosses sommes. Et vous pouvez aussi utiliser des mécanismes de type bond, blue bond, donc des obligations. Un peu comme le Gabon l'a fait récemment. Voilà, le Gabon vient de faire un bond de 500 millions de dollars. Donc là aussi, avec des objectifs clairs en matière de protection des océans et j'insiste, régénération des océans. Ouais. C'est très important. Et je vais peut-être terminer sur le fait que très récemment, on a signé ce traité des hautes mers, donc qui ne sont pas sous juridiction nationale. Et effectivement, si vous protégez vos aires marines, après il y a la question de les eaux internationales qui sont juste à côté et qui ont un impact direct sur les aires protégées. Donc là aussi, sur le continent, on a des pays qui arrivent à démontrer, à gérer ensemble des eaux internationales qui sont je parle par exemple des Seychelles et de Maurice, qui ont une cogestion de l'espace marin qui est entre leurs deux zones économiques. Ce sont des eaux internationales, mais les Seychelles et Maurice ont fait les démarches nécessaires et ont démontré en quoi cette partie de l'océan a un impact sur leur pays, donc leur économie, le plateau continental aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont démontré qu'ils avaient une responsabilité ou une priorité dans la gestion de cet espace-là. Et ça, justement, ça change tout. Si des pays se mettent ensemble dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Bleue, on peut aussi mobiliser des financements parce que pour gérer ces zones-là, c'est des territoires énormes. Nos pays n'ont pas les moyens. Donc il faut mobiliser beaucoup plus de financements pour investir dans de la surveillance aérienne, navale, maritime, etc. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment des choses qui doivent être menées, mais ils ne peuvent être atteintes qu'en se mettant ensemble. C'est pour ça que des initiatives comme la Grande Muraille Bleue peuvent être déterminantes par rapport à ça. Alors, en espérant peut-être que les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui ont des plus vastes espaces maritimes, encore plus vastes que ceux d'Afrique de l'Est, pourront copier comme exemple. Non, absolument non. Nous avons beaucoup d'intérêt. Beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, Golfe de Guinée, qui demandent à ce qu'on ensemble, qu'on mette ensemble l'équivalent. Donc c'est effectivement très rapidement, on va passer à cette partie-là sur l'océan Atlantique et aussi sur la mer Méditerranée pour avoir une muraille qui ne soit pas un mur en tant que tel, mais c'est une muraille contre la pollution, une muraille pour sauver les océans. Merci beaucoup. Merci. Une interview riche d'enseignements pour ceux qui font le plaidoyer sur la question du financement climatique. Merci à toi, Nassim Oulman, d'avoir partagé ton expertise. Le problème reste entier. L'Afrique bénéficie de trop peu de financement et même quand ces financements arrivent, ils arrivent parfois avec des conditionnalités qui ont un coût social extrêmement compliqué. Autant de questions qui seront discutées à Dubaï lors du prochain sommet sur le climat aux Émirats Arabes Unis. La fiscalité, évidemment, a un rôle à jouer. Mobiliser des ressources domestiques reste la priorité. Et pour cela, nous avons besoin d'une grande justice fiscale, qui passe, comme le dit Tax Justice Network, par les principes ABCD, EF et 3G. Et évidemment, l'échange automatique d'informations pour qu'on puisse traquer l'impôt au-delà de nos frontières, la publication des comptes pays par pays, la transparence sur les bénéficiaires effectifs afin d'identifier ceux qui doivent payer pour la taxe carbone ou qui doivent payer les impôts qui serviront à financer l'adaptation ou la mitigation aux effets du changement climatique, la réparation. Donc, autant de principes qui sont nécessaires en matière
de fiscalité interne et de fiscalité internationale. Nous reviendrons certainement avec plus de détails dans nos prochaines éditions, mais évidemment, je vous annonce déjà que la prochaine fois, nous parlerons de la fiscalité internationale et du débat en cours sur la proposition d'une convention fiscale mondiale sous l'égide des Nations Unies. Nous allons encore revenir dessus dans les détails avec les discussions qui se mènent actuellement, mais d'ici là, vous pouvez écouter notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network en allant sur le lien www.taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. Mais aussi, vous pouvez aller directement sur notre page YouTube www.impotetjusticesociale.com et pour interagir avec nous, notre page Facebook Impôts et Justice Sociale, Twitter ou alors X, hashtag Impôts Social, nous écrire à l'adresse impôts avec s-8 social@outlook.fr. Portez-vous bien, restez vigilants, la justice climatique demande un effort considérable, un effort permanent. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur. Au revoir.